La trahison ne vient jamais d'un ennemi, elle vient de ceux que l'on a nourris. L'appartement de Marguerite sent la cire d'abeille et le thé froid. C'est un silence lourd, un silence de musée. Elle est assise dans son fauteuil en velours vert, le dos parfaitement droit. Ses mains, tachetées par le temps, reposent sur ses genoux. Elle ne bouge pas. La poussière danse dans un rayon de soleil qui traverse le salon. La caméra reste fixée sur le cadran de la vieille horloge murale. Le tic-tac est le seul battement de cœur de cette pièce. Marguerite regarde le mur en face d'elle. Elle sait. Elle a reçu le relevé bancaire ce matin. Le solde indique 0. Le processus a été lent, silencieux, méthodique. Ses 2 enfants, Antoine et Sophie, sont venus dimanche dernier. Ils ont apporté des gâteaux. Ils ont ri. Ils ont parlé de la rénovation de la cuisine d'Antoine et des vacances de Sophie à Verbier. Marguerite les a regardés. Elle a vu l'impatience dans leurs yeux. Elle a vu comment Antoine fixait le secrétaire en acajou où elle rangeait ses papiers. Sophie, elle, touchait nerveusement son collier en or, un cadeau de Marguerite pour ses 30 ans. Ils ne sont pas venus pour elle. Ils sont venus pour ce qu'elle représentait, une réserve de liquidité accumulée pendant 40 ans de travail acharné à la manufacture de textiles. Le mécanisme de la chute s'enclenche maintenant. Marguerite se lève, le parquet grince sous son poids léger. C'est un son sec, comme un os qui se brise. Elle marche vers la fenêtre. Elle regarde la rue en bas. La voiture d'Antoine est garée là, une berline allemande neuve qu'il ne pouvait pas s'offrir avec son salaire de comptable médiocre. Il l'a achetée hier, avec l'argent du compte d'épargne, l'argent que Marguerite gardait pour ses vieux jours, pour payer ses soins, pour rester digne. Ils ont imité sa signature sur un virement permanent. Un gribouillage maladroit qui a suffi à tromper un conseiller bancaire trop pressé de fermer son dossier. Marguerite ne pleure pas. Les larmes sont un luxe qu'elle ne peut plus se permettre. Elle sent le froid de la vitre contre son front. Elle pense à la manière dont elle a appris la nouvelle. Un simple appel de la banque. « Madame, nous voulions confirmer la clôture de votre compte de placement à terme. » Elle a répondu « oui » d'une voix monocorde. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas crié. Elle a simplement raccroché. À cet instant précis, elle a cessé d'être leur mère pour devenir leur juge. Elle se dirige vers la cuisine. Elle remplit une casserole d'eau. Le bruit de l'eau contre le métal est solide métallique, tranchant. Elle pose la casserole sur la cuisinière. Elle allume le gaz. Le clic-clic-clic de l'allumeur automatique résonne dans la cuisine vide. Elle regarde la flamme bleue. C'est une petite flamme, mais elle est constante. Elle pense à l'appartement. Il pense qu'elle est affaiblie. Il pense qu'elle va se laisser mourir de faim, ou qu'elle va appeler à l'aide, en pleurant, pour qu'ils lui rendent une partie de son propre argent. Il se trompe. Elle ouvre un tiroir, elle en sort un petit carnet noir. C'est là qu'elle note tout depuis des décennies. Les dates, les montants, les noms. Elle s'assoit à la table de la cuisine. Elle prend un stylo à billes noires. Elle écrit une ligne. Une seule. Le transfert a eu lieu le 14 novembre. Elle regarde l'encre sécher sur le papier granuleux. Elle sait que la banque a des caméras. Elle sait qu'Antoine a utilisé son code confidentiel qu'il avait volé en l'observant au distributeur 1 mois plus tôt. Elle sait que Sophie a signé le document de décharge en se faisant passer pour elle au téléphone, imitant sa voix chevrotante. Ils ont été imprudents. Ils ont cru que la vieillesse était une forme de cécité. Ils ont cru que le respect était une faiblesse. Marguerite ferme le carnet. Elle se lève à nouveau. Elle va dans la chambre. Elle ouvre l'armoire. Ses vêtements sont rangés par couleur. Tout est propre. Tout est ordonné. Elle sort une boîte à chaussures du fond du placard. À l'intérieur, il n'y a pas de chaussures. Il y a des titres de propriété, des documents originaux qu'ils n'ont pas trouvés dans le secrétaire. L'appartement n'est pas à elle. L'appartement appartient à une société civile immobilière dont elle détient 99% des parts, mais dont la clause de gestion est stricte. En cas de fraude avérée d'un héritier, les parts sont immédiatement redistribuées à une fondation caritative. Antoine et Sophie ne le savent pas. Ils pensent hériter de ces murs d'ici quelques années. Ils ont déjà commencé à diviser les pièces dans leur tête. Antoine veut abattre le mur du salon. Sophie veut vendre les meubles aux enchères. Ils ont déjà dépensé l'argent liquide, mais ils convoitent le capital pierre. Marguerite remet la boîte en place. Elle lisse les draps de son lit. La chambre est froide. Elle n'allume pas le chauffage. Elle doit économiser chaque centime maintenant. Elle vivra avec peu, mais elle vivra longtemps. Assez longtemps pour voir le mécanisme qu'elle vient de déclencher broyer leurs ambitions une par une. Elle retourne au salon. Le soleil s'est couché. La pièce est plongée dans une pénombre grise. Elle ne branche aucune lampe. Elle s'assoit dans son fauteuil. Elle attend. Elle sait que le premier domino va tomber demain matin.
Elle a envoyé un courriel à son notaire avant que la banque n'appelle. Un courriel simple, dénué d'émotion, demandant l'activation de la clause de déchéance pour ingratitude manifeste et captation de fonds. La machine est en marche. Elle est irréversible. Marguerite ferme les yeux. Elle écoute le silence. C'est un silence de justice. Elle n'est plus une victime. Elle est le fantôme qui hante déjà leur future ruine. Les enfants ont pris l'argent, mais ils ont perdu le toit. Ils ont pris le présent, mais Marguerite vient de leur retirer leur avenir. Le tic-tac de l'horloge continue. Implacable, monotone. Mardi, 10h15. La porte d'entrée s'ouvre avec un fracas métallique qui déchire le silence de l'appartement. Ce n'est pas le tour de clé discret de Marguerite. C'est l'intrusion de ceux qui se croient désormais propriétaires des lieux. Antoine entre le premier, son téléphone collé à l'oreille, parlant fort d'un ton autoritaire. Sophie le suit, les talons claquant sur le parquet, avec une arrogance nouvelle. Il ne frappe pas. Il ne demande pas la permission. Ils entrent dans le salon comme des conquérants dans une ville occupée. Marguerite est assise à la table de la cuisine, devant une tasse de bouillon clair. Elle ne lève pas les yeux. Elle écoute le bruit de leurs pas. Elle sent l'odeur du parfum coûteux de Sophie, un mélange de jasmin et de vanille qui sature l'air confiné. Antoine s'arrête au milieu du salon. Il ne regarde pas sa mère. Il regarde les moulures au plafond. Il prend des photos avec son téléphone. C'est l'inventaire avant la destruction. Sophie, elle, se dirige directement vers le buffet en chêne. Elle ouvre les tiroirs un par un. Le bruit des couverts en argent que l'on manipule brutalement résonne comme des chaînes. « Maman, commence Antoine sans la regarder, on a réfléchi. Cet appartement est beaucoup trop grand pour toi seul. C'est absurde. Tu te fatigues à monter les escaliers et l'entretien coûte une fortune. On a trouvé une solution. Une résidence de standing avec du personnel médical 24 heures sur 24. C'est moderne, c'est sécurisé. Il ne mentionne pas le compte d'épargne vidé, il ne mentionne pas la signature imitée. Il agit comme si de rien n'était, comme si la spoliation était un acte de charité. Marguerite pose sa cuillère. Le métal heurte la porcelaine avec un son sec. Elle ne répond pas. Elle attend. Elle veut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique. Elle veut voir l'abîme dans leurs yeux. Sophie s'approche de la table de la cuisine. Elle pose un dossier cartonné bleu devant Marguerite. C'est le contrat de la maison de retraite. Un établissement de seconde zone, loin en banlieue, dont les avis sur Internet parlent de négligence et de nourriture fétide. On a déjà signé les documents préliminaires en ton nom, maman, dit Sophie d'une voix mielleuse qui cache mal son impatience. On a dit que tu avais des troubles de la mémoire, que tu ne pouvais plus gérer tes affaires. La banque a accepté le transfert de gestion. C'est mieux comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. On s'occupe de tout. L'incident déclencheur est là. Ce n'est pas seulement le vol de l'argent, c'est la tentative d'effacement social. Ils veulent la placer sous tutelle, l'enfermer entre 4 murs gris pour pouvoir vendre l'appartement et solder leurs propres dettes de jeux et de luxe. Antoine s'approche à son tour, il pose sa main sur l'épaule de Marguerite. C'est une pression ferme, presque menaçante. On a déjà loué un garde-meuble pour tes affaires inutiles, maman. Le camion de déménagement vient vendredi. Tu n'as besoin de rien emporter, là-bas ils fournissent tout. Juste quelques vêtements et tes photos. On va vider l'appartement ce week-end. On a déjà un acheteur potentiel. Un promoteur qui veut transformer l'étage en bureau. Marguerite regarde la main d'Antoine sur son épaule. Elle voit la chevalière en or qu'il porte, celle qu'il s'est offerte avec l'argent volé lundi dernier. Elle ne tremble pas. Elle ne crie pas. Elle ressent un froid absolu, une clarté mentale que seuls les condamnés à mort connaissent avant l'exécution. Elle sait que ce dossier bleu est le clou final de leur propre cercueil financier. En signant ces documents à sa place, en déclarant ses prétendus troubles de la mémoire, ils viennent de fournir la preuve matérielle de l'abus de faiblesse qu'elle attendait. « Est-ce que vous avez bien lu les clauses du contrat de la SCI ?» demande Marguerite d'une voix si basse qu'ils doivent se pencher pour l'entendre. Antoine ricane. Un rire court, méprisant. « La SCI, c'est une vieille structure de papa. C'est vide, maman, c'est juste du papier. Ne t'occupe pas de la paperasse, ce n'est plus de ton ressort. Contente-toi de préparer ton sac. On passera te chercher vendredi à 8h. Ne ferme pas la porte à clé, on a fait un double des clés ce matin chez le serrurier du coin. » Ils se détournent, ils sortent de la cuisine, ils continuent leur inspection. Sophie prend un vase en cristal de baccarat, un héritage de la grand-mère de Marguerite. Elle l'examine à la lumière, puis le glisse dans son sac à main sans un mot. C'est un pillage à visage découvert. Ils se croient invincibles parce qu'ils pensent que leur mère est une proie facile, une femme brisée par l'âge et la solitude. La porte d'entrée claque à nouveau. Ils sont partis. Le silence revient, mais il est différent. Il est électrique. Marguerite se lève. Elle prend le dossier bleu.
Elle ne le lit pas. Elle sait déjà ce qu'il contient, sa condamnation à l'oubli. Elle va vers son ordinateur, un vieil appareil qu'ils n'ont même pas daigné ouvrir, pensant qu'elle ne savait s'en servir que pour jouer au solitaire. Elle ouvre sa boîte mail. Elle écrit un message à son avocat, Maître Lemaître. Elle joint la photo du dossier bleu que Sophie a laissé sur la table. Elle écrit « Ils sont venus, ils ont confirmé l'usurpation de signature et la tentative de placement forcé. La procédure de déchéance peut maintenant passer au stade pénal. Activez la saisie conservatoire sur leur compte personnel immédiatement. » Elle clique sur « Envoyer ». Le petit bruit de notification est le seul cri de guerre de cette journée. Marguerite retourne s'asseoir. Elle regarde sa tasse de bouillon. Elle est froide. Elle la vide dans l'évier. Le liquide s'écoule lentement dans les canalisations. Elle lave la tasse, l'essuie avec un torchon propre et la range à sa place exacte. Tout doit rester impeccable. L'ordre avant le chaos. Vendredi, ils viendront avec un camion de déménagement. Ils trouveront la porte fermée, non pas par une simple serrure, mais par un scellé judiciaire. Ils trouveront leur compte bancaire bloqué. Ils trouveront la réalité d'une mère qu'ils ont cru pouvoir enterrer vivante, mais qui vient de les effacer de son testament et de sa vie. La caméra reste sur la porte d'entrée, fixe, immobile. Le verrou ne bouge pas, mais le piège est fermé. Prignato. Переходим к части 3. Развитие no/поэтому. Ситуация меняется. Дети еще полны триумфа, но механизм правосудия начинает медленно перемалывать их жизни. Камера фиксирует холодный блеск кухонной плитки и неподвижное лицо Марguerite. Partie 3. Le développement, Mace/Dong. L'argent volé est un poison qui agit toujours à retardement. Il ne tue pas tout de suite, il paralyse d'abord. Mercredi 14h02. Antoine est dans son bureau, au siège de son cabinet comptable. Il regarde son écran d'ordinateur. Il tape nerveusement sur son clavier. Il essaie d'effectuer un virement pour payer le premier loyer de sa nouvelle berline allemande. Le message d'erreur s'affiche en rouge, clignotant « Transaction refusée. Contactez votre établissement bancaire. » Il réessaie. Une fois, 2 fois. La sueur perle sur son front. Il pense à un bug informatique. Il appelle la banque. La réponse du conseiller est glaciale. « Monsieur, vos comptes personnels font l'objet d'une saisie conservatoire par voie d'huissier. Nous ne pouvons rien faire. » Pendant ce temps, dans l'appartement de Marguerite, le silence est absolu. Elle est assise près du téléphone. Elle n'appelle personne. Elle attend que le chaos vienne à elle. Elle regarde les rayons du soleil mourir sur le parquet. Elle sait que Sophie est en train de vivre la même chose dans une boutique de luxe de l'avenue Montaigne. Elle imagine la scène. La carte bancaire qui est rejetée devant une file de clients, le regard condescendant de la vendeuse, la honte qui monte aux joues de sa fille. C'est le premier domino. Le téléphone sonne enfin. C'est Antoine. Sa voix n'est plus autoritaire, elle est stridente, chargée de panique. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Mes comptes sont bloqués. La banque parle d'une plainte pour fraude. C'est une erreur, n'est-ce pas? Dis-leur que c'est une erreur. » Marguerite écoute le souffle court de son fils à l'autre bout du fil. Elle ne répond pas immédiatement. Elle laisse le silence s'installer, un silence de plomb qui dure 10 secondes. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Antoine, » répond-elle enfin d'une voix neutre, dépourvue de toute émotion. « Tu as dit que je perdais la mémoire. Peut-être que c'est toi qui oublies ce que tu as signé. » Elle raccroche sans attendre la réponse. Elle ne veut pas de cris. Elle veut de la précision. Elle se lève et se dirige vers la porte d'entrée. Elle sort une petite fiole d'huile et en verse une goutte sur les gonds de la porte. Elle veut que tout soit fluide. Elle retire le double des clés qu'ils ont fait fabriquer. Elle ne change pas la serrure. Ce serait trop simple. Elle installe une barre de sécurité intérieure massive en acier trempé. À 17h, Sophie arrive en trombe. Elle tambourine à la porte. Elle hurle dans le couloir, réveillant les voisins. « Ouvre, maman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avocat? J'ai reçu une notification d'huissier. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est notre argent, c'est l'héritage de papa. » Marguerite regarde la porte à travers l'œilleton. Elle voit le visage déformé de sa fille, par l'optique grand angle. Sophie ressemble à un monstre de foire, une caricature de cupidité. Marguerite ne répond pas. Elle retourne dans son fauteuil. Elle prend un livre. Elle ne le lit pas, elle fixe simplement les pages. Elle attend que la pression monte. Le lendemain matin, le notaire appelle. La voix était professionnelle. L'activation de la clause de déchéance de la SCI est en cours. Puisque les enfants ont tenté de s'approprier les biens par la fraude et l'abus de faiblesse, ils perdent tout droit sur l'appartement. Les parts sont en train d'être transférées à la Fondation pour l'aide aux personnes âgées isolées. Antoine et Sophie ne sont plus des héritiers, ils sont des débiteurs.
La situation s'aggrave pour eux. Antoine, pris à la gorge par ses dettes, a utilisé l'argent détourné du compte de Marguerite pour couvrir un trou dans la comptabilité d'un de ses clients. Maintenant que l'argent est gelé, le client a porté plainte pour détournement de fonds professionnels. La police commence à s'intéresser à ses comptes. Sophie, quant à elle, reçoit une lettre de son bailleur. Le virement du loyer de son loft n'est pas passé. Sans accès à ses fonds, elle n'a plus rien. Marguerite prépare son thé. Elle observe le sachet qui infuse dans l'eau bouillante. Les volutes brunes se répandent lentement, irrémédiablement. C'est exactement ce qui arrive à la vie de ses enfants. Le poison qu'ils ont instillé dans sa vie se retourne contre eux. Ils pensaient qu'elle était la proie, mais elle laissait le prédateur immobile. Elle n'a pas eu besoin de bouger. Il lui a suffi de dire la vérité à la justice. Vendredi matin approche, le jour où il devait l'emmener de force. Marguerite s'habille avec soin. Elle met sa robe noire, celle des grandes occasions. Elle s'assoit dans le salon, face à la porte. Elle n'a pas fait de valise. Elle n'a rien préparé. Elle a seulement posé sur la table basse les preuves de leur transfert frauduleux, imprimées en gros caractères. Le bruit d'un moteur se fait entendre dans la rue. Le camion de déménagement est là. Les voix d'Antoine et de Sophie résonnent dans l'escalier. Ils essaient d'ouvrir la porte avec leur double des clés. La clé tourne, mais la porte ne bouge pas. La barre de sécurité tient bon. « Maman, ouvre, on sait que tu es là !» hurle Antoine. Marguerite regarde l'heure. 8 heures précises. Elle prend sa télécommande et allume la télévision. Le volume est bas. Elle regarde les images de la météo sans les voir. Elle entend le bois de la porte craquer sous les coups d'épaule d'Antoine. Ils sont désespérés. Ils savent que si l'appartement n'est pas vidé et vendu rapidement, ils vont tout perdre. C'est à ce moment-là que les sirènes retentissent dans la rue. Ce n'est pas le SAMU. Ce n'est pas une ambulance pour emmener une vieille dame confuse. Ce sont 2 voitures de police. Marguerite a déposé une plainte pour tentative de violation de domicile et harcèlement aggravé. Elle reste assise, les mains croisées. La caméra ne quitte pas son visage, figé comme un masque de pierre, pendant que de l'autre côté de la porte, le monde de ses enfants commence à s'effondrer sous le poids des menottes et des questions des inspecteurs. Jeudi, 11h40. Le couloir est devenu un champ de bataille silencieux. Derrière la porte blindée, Marguerite entend les voix étouffées des officiers de police. Elle n'ouvre pas. Elle n'a pas besoin de voir pour savoir. Elle imagine Antoine, le visage rouge, essayant d'expliquer que c'est l'appartement de sa mère, qu'il a les clés, qu'il s'occupe de ses affaires. Mais les policiers ont les documents de Maître Lemaître. Ils ont l'ordonnance de protection immédiate. Pour eux, Antoine n'est qu'un fils violent tentant d'expulser une femme vulnérable. Le bruit des pas s'éloigne. Le silence revient, plus tranchant qu'avant. Marguerite se lève et se dirige vers le bureau en acajou. Elle ouvre le tiroir secret que ses enfants n'ont jamais trouvé malgré leur fouille brutale. Elle en sort un vieux téléphone portable prépayé. Elle compose un numéro, ce n'est pas la police. Ce n'est pas son avocat. C'est le créancier principal d'Antoine, un homme de l'ombre à qui son fils doit plus de 100 000 € de dettes de jeu. « Bonjour, dit-elle d'une voix parfaitement calme. Je vous appelle pour vous informer que M. Antoine vient d'être libéré sous caution, mais que ses comptes bancaires sont définitivement saisis. Il s'apprête à quitter la ville. Elle raccroche. Elle ne ressent aucun remords. C'est une opération chirurgicale. On coupe la partie gangrenée pour sauver ce qui reste de dignité. Elle sait que cet appel va accélérer la chute. Antoine ne pourra plus se cacher derrière l'apparence de la réussite. Les prédateurs qu'il a lui-même nourris vont maintenant le traquer. À 15h, c'est au tour de Sophie. Marguerite reçoit un message sur son propre téléphone. « Maman, je t'en supplie. Mon propriétaire m'a mise à la porte. Mes sacs sont sur le trottoir. Laisse-moi entrer juste pour une nuit. Je n'ai nulle part où aller. » Marguerite lit le message. Elle regarde le mot « maman ». Elle se souvient de la façon dont Sophie l'appelait « la vieille » au téléphone avec ses amis, il y a à peine 3 jours. Elle ne répond pas. Elle pose le téléphone sur la table, l'écran face contre le bois. Le soir tombe. Marguerite n'allume toujours pas les lumières. Elle économise l'électricité, non par besoin, mais par principe de rigueur. Elle va dans la salle de bain. Elle ouvre le robinet. L'eau coule, transparente, régulière. Elle se lave le visage avec un savon à l'odeur neutre. Elle regarde son reflet dans le miroir terni. Elle ne voit pas une victime. Elle voit une femme qui a survécu à 2 guerres et à un mari difficile. Ses enfants étaient sa dernière faiblesse. Cette faiblesse est désormais consumée. Le téléphone fixe sonne. C'est le commissariat. « Madame, nous avons dû placer votre fils en garde à vue prolongée. Non pas pour l'effraction, mais parce qu'en vérifiant ses papiers, nous avons découvert des irrégularités majeures dans ses dossiers comptables professionnels. Votre plainte pour abus de faiblesse a déclenché un audit complet.
Marguerite remercie l'officier. Sa voix est un murmure monocorde. Elle raccroche. Elle sait ce que cela signifie. Antoine ne perdra pas seulement son argent, il perdra sa licence professionnelle. Il ne sera plus rien. Sophie, sans le soutien financier de son frère et sans l'accès au compte de sa mère, devra faire face à la réalité de la rue. Les enjeux ont changé. Il ne s'agit plus de savoir s'ils obtiendront l'héritage, mais s'ils pourront simplement éviter la prison ou la déchéance totale. Elle retourne dans la cuisine. Elle ouvre le réfrigérateur. Il est presque vide. Un yaourt, une pomme, un morceau de pain dur. Elle mange lentement. Chaque bouchée est un acte de volonté. Le craquement de la pomme sous ses dents est le seul bruit dans la pièce. Elle pense à la maison de retraite insalubre où il voulait l'enfermer. Elle pense à la chambre grise, aux draps qui sentent le désinfectant, à l'indifférence des infirmières. Elle frissonne légèrement, puis se redresse. Elle prend une décision. Demain, elle fera don de la totalité des meubles de valeur à une œuvre de charité. Elle ne veut plus de ces objets que ses enfants ont touchés avec leurs mains avides. Elle veut vider cet appartement de leur présence, de leur odeur, de leur trahison. Elle veut que lorsqu'ils sortiront de leur interrogatoire, ils trouvent une maison vide, une mère disparue derrière un rempart de procédures légales, et un avenir réduit à néant. La caméra se déplace lentement vers la fenêtre. Dehors, la pluie commence à tomber. Les gouttes s'écrasent contre la vitre, brouillant les lumières de la ville. Au loin, une sirène hurle. Marguerite s'assoit dans l'obscurité. Elle laisse le centre immobile d'un cyclone qu'elle a elle-même engendré. Elle attend la phase finale. L'heure où ils comprendront qu'en voulant voler sa fin de vie, ils ont définitivement annulé la leur. Принято. Переходим к части 5. Эффект ДНА All is lost. Это момент абсолютной тишины перед финалом. Дети достигают точки, где их высокомерие превращается в прах. Камера фиксирует их падение через холодное отражение в витринах и грязный асфальт. Голос остается таким же ровным, как показания кардиографа. Partie 5. L'effet basse fond. All is lost. Quand on a tout volé à celui qui n'a plus rien à perdre, on finit par s'apercevoir que l'on n'a rien construit d'autre que sa propre cellule. Samedi 19h30. La pluie ne s'arrête pas. Elle tombe, fine et glaciale, sur les trottoirs de la ville. Antoine est assis sur un banc public, à 2 pâtés de maison de l'appartement de sa mère. Il vient d'être libéré, mais il n'a nulle part où aller. Sa voiture de luxe a été saisie par les huissiers devant le commissariat. Ses clés de bureau ne fonctionnent plus. Ses collègues ne répondent plus à ses appels. Il regarde ses mains, elles tremblent. Il n'est plus le comptable arrogant. Il est un homme traqué par ses créanciers qui attendent dans l'ombre des ruelles sombres. À l'autre bout de la ville, Sophie est assise dans un café bon marché, le dernier endroit où sa carte de débit a fonctionné avant d'être définitivement avalée par l'automate. Elle porte son manteau de fourrure, mais il est trempé. Ses valises bolées sont entassées dans le hall d'une amie qui lui a déjà fait comprendre qu'elle ne pourrait pas rester plus d'une nuit. Elle regarde son reflet dans la vitrine sombre du café. Elle voit une femme qu'elle ne reconnaît pas. Elle n'a plus de maison, plus d'argent et plus de nom. Pendant ce temps, dans l'appartement, Marguerite procède à l'effacement. La caméra reste immobile dans le salon, désormais vide de ses meubles les plus précieux. Les déménageurs de la fondation sont passés dans l'après-midi. Il ne reste que le fauteuil de Marguerite, une table simple et son lit. Les murs sont nus. Les traces des cadres disparus forment des rectangles de peinture plus clairs sur le papier peint jauni. Marguerite marche lentement dans les pièces vides. Le son de ses pas résonne avec une clarté nouvelle. Chaque écho est une preuve de sa libération. Le téléphone sonne une dernière fois. C'est un appel groupé. Antoine et Sophie, unis par le désespoir, essaient de joindre leur mère. Marguerite décroche. Elle ne dit rien. Elle écoute. « Maman, s'il te plaît », gémit la voix brisée de Sophie. « On a compris. On te rendra tout. On signera tout ce que tu veux. Juste, s'il te plaît, ouvre la porte. Il fait froid. On n'a plus rien. Antoine risque la prison s'il ne rembourse pas immédiatement le cabinet. » « On est tes enfants », ajoute Antoine. Sa voix n'est plus qu'un sifflement de panique. « Tu ne peux pas laisser tes propres enfants mourir de faim ou dormir dehors. C'est inhumain. » Marguerite regarde le mur vide devant elle. Elle se souvient du dossier bleu. Elle se souvient de la maison de retraite insalubre qu'ils avaient choisie pour elle. Elle se souvient de la façon dont ils avaient remparlé de sa démence pour mieux la dépouiller. « Vous n'avez plus rien parce que vous avez tout pris trop tôt », répond-elle avec une lenteur terrifiante. « Vous vouliez que je sois absente de ma propre vie. C'est fait. Je n'existe plus pour vous. Et vous n'existez plus pour la loi. » Elle ne raccroche pas. Elle pose le combiné sur la table. Elle veut qu'ils entendent le silence de la maison. Elle veut qu'ils comprennent que ce silence est désormais leur seul héritage. Elle va dans la cuisine. Elle prend une boîte d'allumettes.
Elle en craque une. La petite flamme brille un instant dans l'obscurité, éclairant ses traits fatigués mais sereins. Elle brûle les dernières photos de famille. Antoine a son diplôme, Sophie a son mariage coûteux, que Marguerite avait payé en puisant dans ses économies. Les visages se tordent sous l'effet de la chaleur, noircissent et disparaissent dans une petite coupelle en porcelaine. L'effet bas-fond est total. Pour les enfants, ce n'est pas seulement une faillite financière, c'est une faillite identitaire. Ils ont construit leur vie sur le mensonge et la spoliation, et maintenant que le socle s'est effondré, il ne reste que le vide. Antoine regarde les hommes en noir qui s'approchent de son banc. Il sait qui ils sont. Les dettes de jeu ne s'effacent pas avec un dépôt de bilan. Sophie, elle, sort du café et marche sans but sous la pluie, ses chaussures de luxe prenant l'eau à chaque pas. Dans l'appartement, Marguerite éteint la dernière bougie. Elle s'allonge dans son lit, entre des draps propres et frais. Elle n'a plus d'argent sur son compte, mais elle a la sécurité de la fondation qui gère désormais l'appartement et ses soins futurs. Elle a la paix. Elle ferme les yeux. Le bruit de la pluie contre la fenêtre est comme un linceul qui recouvre le monde extérieur. Les enfants sont dehors, dans le froid qu'ils lui avaient destiné. Le destin n'est pas une coïncidence, c'est un miroir. La caméra se fixe sur le combiné du téléphone, toujours décroché. On entend encore, très loin comme un bruit d'insecte, les cris de Sophie qui appelle à l'aide dans le vide. Puis la ligne coupe. Un signal occupé, monotone, régulier, remplit la pièce vide. Bip, bip, bip. Принято. Мы подошли к финальной точке. Часть 6. Retribution и эпилог. Возмездие и эпилог. Последние кадры. Никакой суеты. Только статика, холодный свет и окончательный расчет. Камера замирает на деталях, которые переживут всех участников этой драмы. Partie 6. Rétribution et épilogue. Le silence est le seul héritage que l'on ne peut pas voler. C'est aussi le plus lourd à porter. Lundi, 9h. Le tribunal de grande instance est un bâtiment de pierre froide où les voix se perdent sous les voûtes. Antoine est assis sur le banc des accusés. Il porte un costume froissé, le seul qu'il a pu récupérer. Ses yeux sont cernés de noir. Il évite le regard des juges. À côté de lui, Sophie pleure sans bruit, ses mains tremblant sur ses genoux. Ils sont là pour répondre de l'abus de faiblesse, de la falsification de documents et du détournement de fonds. Marguerite n'est pas présente, elle n'a pas voulu venir. Elle a envoyé son avocat, Maître Lemaître, avec une déclaration écrite d'une sobriété absolue. L'avocat se lève et lit les mots de Marguerite d'une voix monocorde. « Je ne demande pas de vengeance. Je demande simplement que la loi s'applique là où la morale a échoué. Mes enfants ont choisi de m'effacer de mon vivant. Je leur accorde aujourd'hui ce qu'ils désiraient, mon absence totale de leur existence. » La sentence tombe comme un couperet de guillotine dans le silence de la salle. Prison avec sursis pour Sophie, condamnation ferme pour Antoine en raison de ses antécédents professionnels et des dettes non remboursées. Mais la véritable sentence est ailleurs. Ils sont condamnés à rembourser chaque centime, une dette qu'ils porteront toute leur vie, car l'argent a déjà été transféré à la fondation. Ils travailleront pour payer le confort de la mère qu'ils ont voulu détruire. La caméra revient dans l'appartement. La lumière du matin est blanche, crue. Marguerite est assise à sa table de cuisine. Elle boit son thé. Elle regarde par la fenêtre. Elle voit le camion de la ville qui ramasse les feuilles mortes. Tout est propre, tout est en ordre. Sur la table, il y a un petit chèque de la fondation, juste assez pour couvrir ses besoins modestes. Elle n'était plus riche, mais elle était libre. Elle prend une enveloppe, elle y glisse les clés de l'appartement. Elle écrit une adresse, celle de la fondation. Elle n'habitera plus ici. Elle a choisi de partir de son plein gré dans une petite résidence gérée par l'œuvre caritative, là où elle aura des voisins de son âge, là où personne ne cherchera à imiter sa signature. Elle ne veut plus être la gardienne d'un musée de souvenirs trahis. Elle se lève, elle met son manteau, elle prend son petit sac à main, elle fait le tour des pièces une dernière fois. Elle ne s'attarde sur rien. Elle n'est pas triste. Elle ressent une satisfaction géométrique, celle d'une équation enfin résolue. Elle s'arrête devant la porte d'entrée, elle pose l'enveloppe sur le guéridon vide, elle sort, elle ferme la porte. Le bruit du verrou qui s'enclenche est le point final de l'histoire. Elle descend les escaliers avec une canne, d'un pas lent mais assuré. Elle ne se retourne pas. En bas, elle monte dans un taxi qui l'attend. Le chauffeur lui demande où elle va. Elle donne l'adresse sans hésiter. La caméra reste dans l'appartement vide. On voit la poussière flotter dans l'air immobile. Le soleil décline lentement. L'ombre des barreaux de la fenêtre s'étire sur le parquet, dessinant une cage sur le sol où Antoine et Sophie ne viendront plus jamais. Le tic-tac de l'horloge murale, que Marguerite a oublié de remonter, ralentit. Tic, tac.
Le silence est désormais complet. L'épilogue s'inscrit en lettres blanches sur fond noir. L'ingratitude est un crime qui se paie en solitude.